Mais ils en liberté. Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux. Et merci Nathalie Heinick d'avoir accepté notre invitation. C'est formidable de vous avoir ici ce soir. Alors je vais dire quand même quelques mots de présentation, même si tout le monde vous connaît un peu. Je vais rappeler que vous êtes sociologue, que vous êtes directrice de recherche au CNRS, rattachée à un centre de recherche de l'École des hautes études en sciences sociales, que beaucoup de gens le savent, et c'est toujours très intéressant de le mentionner, que vous avez eu un doctorat de sociologie sous la direction de Pierre Bourdieu, à qui vous aviez demandé d'accompagner vos travaux, c'est ça. Qu'ensuite vous avez eu une habilitation à diriger des recherches, toujours dans le cadre de la sociologie, et puis que vous êtes devenu un peu sociologue spécialisé dans les professions artistiques et dans les pratiques culturelles, que vous avez beaucoup travaillé sur des questions d'identité, aussi bien pour des témoignages de déportés que de modèles identitaires, la question de modèles identitaires dans différents contextes, que vous vous êtes intéressé aussi beaucoup à l'épistémologie des sciences sociales et que vous avez apporté beaucoup au fondement de la sociologie. Vous êtes aussi cofondatrice de la revue Sociologie de l'art et vous dirigez d'ailleurs un certain nombre de revues par ailleurs. Vous êtes titulaire de plusieurs chaires d'universités un peu partout dans le monde, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse. Vous avez publié plus d'une trentaine d'ouvrages, de très nombreux articles, et ces ouvrages sont traduits pour 15 d'entre eux dans 15 langues, dont le chinois, enfin un peu partout dans le monde aussi. Donc autant dire que vous avez une présence au niveau mondial. Et puis, ce qui nous intéresse plus spécialement avec mes étudiants d'histoire de l'art de l'université Jean Jaurès, c'est votre spécialisation et vos écrits sur l'art, évidemment, parce que vous avez publié des articles ou des ouvrages sur Van Gogh, sur le procès Brancusi. On vous doit une étude très fine et très approfondie de cette question qui a été au fondement de la définition de l'art et de l'artiste. Vous avez écrit sur ce livre formidable sur le paradigme de l'art contemporain pour interroger ce changement de paradigme dans l'art qui concerne la contemporanéité. Vous avez écrit aussi l'élite artiste, sur quoi ont travaillé tous nos étudiants pour, là encore, comprendre comment, au fil des siècles, s'est inventé en fait le statut d'artiste. Et puis, donc, l'élite artiste, excellence et singularité en régime démocratique. Et vous avez aussi travaillé sur des questions identitaires à plusieurs niveaux. Et avant ce livre même, qui n'est que le prolongement en quelque sorte de ce travail-là, et vous avez questionné l'identité comme l'art. En fait, on écrit, comment dire, pour définir l'art, ça paraît simple tant qu'on ne cherche pas à y mettre des mots. Mais pour l'identité, c'est un peu pareil, c'est-à-dire tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est, mais dès qu'on essaie d'être un peu plus précis sur la question, ça devient complexe et très difficile. Donc c'est un peu dans cet esprit que vous avez écrit ce dernier ouvrage, ce que n'est pas l'identité, et vous avez entrepris pour vous sans doute premièrement, mais ensuite pour nous, de clarifier cette notion complexe, de nous aider à la penser avec les outils de la sociologie, qui ne sont pas les outils de l'histoire de l'art. Nous en connaissons les limites très régulièrement à l'université, c'est-à-dire que vous avez des outils qui sont tout à fait spécifiques et différents des nôtres, en suspendant, et c'est quelque chose à quoi vous tenez, et que vous annoncez souvent au début de vos écrits, en suspendant tout jugement de valeur pour vous poser à distance des objets que vous étudiez. Vous avez aussi, pour ce travail sur l'identité, souhaité avoir une approche par la négative, c'est-à-dire le titre l'indique, ce que n'est pas l'identité, afin, dites-vous, dès le début de l'ouvrage, d'éviter ce que vous appelez une pensée à essuie-glace. Est-ce que peut-être vous pourriez dire quelques mots là-dessus? Oui, ça c'est dans l'avant-propos, mais d'abord merci beaucoup de votre invitation. Merci à Christian. J'avais
Ça fait longtemps que j'avais entendu parler du printemps de septembre. Je suis très très contente d'être là. Et puis merci de vos questions, de votre présentation. Hop, j'avais oublié qu'il y avait un micro. Oui, c'est quand même plus commode avec un micro. Ça va comme ça? Très bien. Et donc, oui, je crois que c'est dans l'avant-propos du livre. Oui. J'essaye de suggérer qu'on a tort de vouloir réduire une question, surtout une question très investie par la politique, comme dit aujourd'hui le thème de l'identité, de vouloir la réduire à des positions politiques, gauche, droite, droite, gauche. Et je dis, cette façon de tout vouloir ramener à des positions politiques, c'est juste une pensée d'essuie-glace, quoi. Gauche, droite, gauche. Bon, voilà. Donc j'essaye de sortir d'abord de ce réductionnisme politique pour montrer que l'identité ne se réduit pas à ce qu'elle est devenue dans l'espace public à partir des années 2000, à savoir, et notamment avec la présidence de Nicolas Sarkozy, à savoir un mot d'ordre repris par la droite comme étant une défense, disons, de l'identité de la France contre ce qui serait censé la menacer. Bon. Et ça, c'est une thématique qui est apparue, donc, encore une fois, il y a une quinzaine d'années, hein, pas plus, alors que la question de l'identité existe depuis beaucoup plus longtemps. Donc, le premier problème, c'est que si on réduit la question de l'identité à une position de droite, juste, on ne comprend pas tout ce qu'elle a pu représenter avant, tout ce qu'elle représente à présent, où elle n'est pas forcément réductible à ça, et on ne comprend pas non plus qu'aujourd'hui, donc en 2019, la thématique identitaire dans l'espace politique est reprise à gauche, notamment sous l'influence de la politique américaine qui, pour des raisons de tradition communautariste, a tendance à mettre l'accent sur la définition des individus en fonction de leur appartenance à des groupes ou à des communautés, et donc du même coup à construire d'emblée la définition des êtres dans une identité qui soit une identité de race, de sexe, d'origine ethnique, de pratiques sexuelles, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est énormément développé en Amérique du Nord et qui est en train d'arriver en France et qui, du coup, produit une politique qu'on peut appeler une politique identitaire qui est assez étrangère à la conception républicaine française de la citoyenneté où l'individu n'est jamais défini juridiquement par son appartenance à une communauté, mais uniquement par sa citoyenneté, c'est-à-dire son appartenance au collectif de la nation. Donc on est vraiment dans deux traditions très différentes. Et du même coup, la question qui se posait traditionnellement en France, c'était plutôt la question de l'identité comme appartenance nationale, l'identité nationale, est-ce qu'on est français ou pas français, etc. Et on est en train de voir monter une utilisation de gauche, si on peut dire, entre guillemets, si ça a encore du sens, en tout cas revendiquée comme telle par des partis de gauche aux États-Unis, de la question identitaire. Il faut rajouter aussi, j'ai appris ça en écrivant le livre, je m'en étais pas rendu compte, qu'au tout début des années 1980 en France, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, le mot identité était un mot de gauche, puisque Jack Lang, notamment ministre de la Culture, avait fait des déclarations pour la défense de l'identité française contre l'importation de la culture américaine. Bon. Donc on voit comment, selon les contextes, la problématique de l'identité change complètement de coloration politique, et en fait plus précisément, et c'est ça que j'ai compris en écrivant le livre, lorsque cette question de l'identité est invoquée pour la défense d'une entité considérée comme dominante, par exemple la nation française face, disons, aux réfugiés, elle est considérée comme de droite, alors que lorsqu'elle est invoquée pour définir et défendre les droits d'entités considérées comme dominées, par exemple les migrants, les réfugiés, les trans, etc., elle est considérée comme de gauche. Donc en fait, c'est pas la notion d'identité elle-même qui serait de droite ou de gauche, c'est uniquement le type de groupement auquel il est fait référence et leur statut dans le contexte politique. Donc raison supplémentaire pour essayer de prendre de la distance avec ce réductionnisme politique qui non seulement ne nous permettent pas de comprendre tous ces déplacements, mais en plus ne nous permettent pas
de prendre la mesure de toutes les dimensions par lesquelles la notion d'identité nous éclaire sur le monde, sur notre expérience, et le fait que, notamment, elle a été d'abord utilisée par des psychiatres, par des anthropologues, des psychanalystes, des historiens, des sociologues, pour décrire ce qu'on appelle des crises d'identité, on va peut-être y revenir, et que c'est une notion extrêmement utile pour comprendre toutes sortes de situations dans lesquelles on peut se trouver. C'est donc un outil d'éclairage de l'expérience avant d'être une idéologie, qu'elle soit de droite ou de gauche. Voilà, donc là j'espère qu'on a un peu mis à distance les questions politiques pour enfin utiliser le mot identité comme un outil, tout simplement, pour comprendre ce que nous vivons. Bon, pour comprendre des représentations collectives qui s'élaborent donc au fil des contextes. Et justement, vous renvoyez aussi dos à dos, puisque en début d'ouvrage, vous prenez des précautions. Donc ça, c'est le premier chapitre, elle n'est ni de droite ni de gauche. Voilà. Et vous prenez aussi la précaution de renvoyer dos à dos des définitions qui seraient essentialistes pour une part ou constructivistes pour l'autre. Oui. Alors ça, c'est un autre chapitre sur lequel j'ai beaucoup insisté parce que je pense un des grands malentendus, indépendamment du malentendu politique, mais un autre grand malentendu lié à l'identité, c'est le fait qu'on l'entend spontanément comme une entité métaphysique. Il existerait pour n'importe quelle entité, que ce soit une nation, un individu, un groupe, etc., une identité qui serait là une fois pour toutes et qui commanderait sa définition. Bon. Alors ça, c'est une vieille conception platonicienne, métaphysique, qui pense qu'il y a des idées comme ça dans les cieux, des entités qui existeraient indépendamment de leur mobilisation contextuelle par des personnes réelles. Bon. Alors, face à cette illusion identitaire, pour reprendre un des titres des très nombreux livres que j'ai pu lire pour faire ce livre, il y a tout un courant qui s'est mis en place, qui s'est développé, surtout depuis 15-20 ans, dans le monde académique, là pour le coup, dans le monde universitaire, pour dire mais non, l'identité elle est socialement construite, c'est pas une réalité qui existerait indépendamment de tout, elle est construite et elle est mouvante, elle est contextuelle, etc. Alors c'est très bien, c'est une bonne chose, c'est une bonne avancée par rapport à cette métaphysique spontanée qui est un peu la métaphysique du sens commun, qui est un peu le type de pensée du monde qui nourrit la pensée théologique. L'idée qu'il y aurait, de même qu'il y a un être divin, il y aurait comme ça des entités qui flotteraient dans le monde des idées. Donc, c'est une avancée de dire, c'est une construction sociale. Le problème, c'est que cette avancée, elle va toujours un peu trop loin et elle nous met dans un autre fossé intellectuel qui est une conception très à la mode aujourd'hui dans le monde universitaire et aussi dans le monde militant, qui consiste à penser, puisque c'est socialement construit, c'est arbitraire. On peut en faire ce qu'on veut, ça n'a aucune stabilité, aucune nécessité. C'est un peu la conclusion que tirent aujourd'hui des intellectuels militants qui disent par exemple « Oh, le genre, c'est socialement construit, donc on en fait ce qu'on veut, ça n'a pas de réalité. » Et là, on se heurte à des problèmes qui sont que, oui, ça a de la réalité physiologique, de la réalité institutionnelle, de la réalité juridique, de la réalité dans les représentations, de la réalité dans les affects, dans les émotions. On n'en fait pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, ce constructivisme radical, disons, est assez naïf parce que, il repose sur une conception très individualiste. Dès lors que une chose n'est pas ancrée dans un statut métaphysique, elle serait totalement malléable et on en ferait ce qu'on voudrait à titre individuel, ce qui est une totale absurdité parce que nous vivons en société et la société est extrêmement pesante parce qu'il y a des institutions, il y a du langage, il y a des conventions, il y a des routines, etc. Donc c'est pas parce qu'une chose est socialement construite qu'elle serait malléable à volonté.
je fais une parenthèse, qu'est-ce qui dans notre vie n'est pas socialement construit? Bon, quand on me dit, ah mais ça c'est socialement construit, je dis, citez-moi quelque chose qui ne soit pas socialement construit, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Bon. Et deuxième problème, c'est que, outre l'individualisme latent de cette conception radicale du constructivisme, elle est totalement naturaliste, alors qu'elle se veut antinaturaliste, puisque lorsqu'on dit c'est socialement construit, donc c'est arbitraire, on sous-entend que si c'était naturel, ce serait nécessaire. Il y a ce raisonnement implicite qui est la nécessité est dans la nature, l'arbitraire est dans les conventions sociales. Et donc on est dans un absolu naturalisme qui est, de mon point de vue, une absurdité, puisque ce qui est nécessaire dans la vie humaine, c'est le social, ce sont les conventions qui nous permettent de vivre ensemble, qui nous permettent de nous lier à autrui, et c'est ça qui fait la nécessité humaine et qui est infiniment plus compliqué à modifier que des réalités considérées comme naturelles. Voilà. Donc naturalisme plus individualisme, ça fait quand même beaucoup pour un constructivisme radical qui se voudrait à l'opposé de toutes les conceptions traditionnelles de métaphysique. Voilà. Donc, j'ai épluché pas mal de bouquins récents sur l'identité qui tous vont dans le même sens, c'est-à-dire veulent disqualifier l'idée même d'identité au motif que, étant socialement construite, ça n'est même pas la peine d'en parler, elle n'existe pas. C'est ce que Marcel Gauchet très joliment appelle l'inexistentialisme. Dès lors que c'est socialement construit, ça n'existe pas, ce qui est évidemment un raisonnement qui repose sur une totale méconnaissance de la réalité sociologique. Voilà. Donc, en tant que sociologue, ça m'énerve un peu. Donc j'ai voulu éviter ces deux écueils qu'Arib dessine là, l'écueil métaphysique et l'écueil hyper-constructiviste, pour dire quoi? Tout simplement que l'identité, c'est une représentation mentale, c'est-à-dire une idée que nous nous faisons, qui est une représentation qui se produit au niveau individuel, mais qui est également collective, puisqu'elle est partagée. Elle est plus ou moins partagée, mais c'est quelque chose qui n'appartient pas qu'à chacun de nous, et que, à titre de représentation, elle est d'abord extrêmement intéressante à étudier, parce que c'est ce qui nous fait agir, c'est ce qui nous fait voir le monde d'une certaine façon, et qu'elle est très, très agissante, justement. Les représentations sont tout sauf des choses neutre, sans effet. Au contraire, ce sont les représentations que nous nous faisons du monde qui font que nous agissons comme nous agissons. Et donc voilà pourquoi j'ai voulu prendre au sérieux cette notion d'identité, non pas en tant que réalité objective, non pas en tant que n'importe quoi, mais en tant que représentation mentale, partagée et donc agissante. Alors c'est un livre bref, 120 pages, mais c'est un livre bref de 120 pages, mais hyper dense. Et donc on voit déjà vous entendre que vous êtes attaqué à des problèmes de fond et que si vous l'avez rédigé de cette manière-là, bref, c'est parce qu'il y a une somme de recherches antérieures et de travaux préalables qui font que vous aviez déjà clarifié beaucoup les choses et que vous alliez à l'essentiel. Alors à la fin de ce deuxième chapitre, je vais continuer à suivre le fil, vous évoquez, et ça m'a beaucoup intéressé, à la fois Pierre Nora et quelques pages plus loin, de manière implicite, parce que vous ne le citez pas encore, vous le citerez plus loin, Jacques Lacan. Ça veut dire que, en tant que sociologue, normalement, on s'attend davantage à ce que les sociologues n'abordent pas trop la psychanalyse, travaillent plutôt sur le collectif. Et d'ailleurs, ce sera dans le chapitre suivant que vous allez explicitement annoncer, vous intéresser à cette complexité, dites-vous, de la définition individuelle par appartenance à un collectif. Voilà. Donc ce travail de lien entre l'individuel et le collectif qui est le nœud de la question de l'identité. Et vous venez de le dire, qu'est-ce qui n'est pas collectif, qu'est-ce qui n'est pas conditionné peut-être par un langage, comme on pourrait le dire avec la psychanalyste. Mais c'est ce à quoi aussi vous vous êtes attelé. Oui. Alors donc c'est vrai que j'ai utilisé des travaux d'historiens, de psychanalystes, d'anthropologues. Pourquoi? Parce que l'identité a été travaillée par toutes ces disciplines. Oui. Donc, bon, voilà. Puis c'est plus amusant de monter un petit peu le niveau d'exigence, voilà, de ne lire que des sociologues, c'est un peu ennuyeux. Donc voilà, ça m'intéresse de lire aussi des philosophes. J'ai beaucoup utilisé un livre de Descombes, qui est philosophe. Voilà, j'ai fait feu de tout bois. Et d'ailleurs, le livre est plein de notes de bas de page. Je vous le dis, parce que c'est très important pour moi. Les notes de bas de page, c'est vraiment le soubassement à partir duquel on travaille. Et je trouve ça toujours très important de l'expliciter, donc de toujours donner les références, de ce à partir de quoi on écrit ce qu'on écrit. C'est un peu
l'honnêteté du travail intellectuel, qui d'abord permet de rendre aux auteurs leurs idées, et de permettre au lecteur d'avoir tout simplement une traçabilité des sources. Comme il y a une traçabilité des fromages, il faut qu'il y ait une traçabilité. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on sache d'où ça vient et qu'on puisse savoir exactement qui a écrit quoi. Et voilà. Et en plus, ça rend les choses beaucoup plus claires lorsque on sait que telle façon de construire la problématique vient de l'anthropologie ou de la philosophie ou de l'histoire ou de la sociologie ou de la psychanalyse. Tout d'un coup, les choses sont beaucoup plus claires. Sinon, donc, pour ce qui est de l'individu et le collectif, oui. Ce qui est fascinant dans l'histoire de l'identité, c'est que le mot veut dire deux choses totalement antinomiques, totalement opposées. Puisque identité veut dire à la fois ce qui est semblable à autre chose, identique à, cette pièce est identique à une autre que je connais, et veut dire aussi ce qui est spécifique et à nul autre pareil, l'identité au sens de la spécificité, ce que les philosophes appellent l'identité ipse, c'est le spécifique, ce qui est à nul autre pareil, et l'identité idem, c'est-à-dire ce qui s'identifie par ressemblance avec autre chose. C'est quand même embêtant d'avoir un mot qui dit deux choses contradictoire. Alors plutôt dans ces cas-là que de me dire il doit y avoir une vérité dans l'un et une erreur dans l'autre, je pense que la vérité c'est que c'est les deux à la fois. Alors ça implique d'avoir une certaine souplesse mentale qui fait qu'on n'en reste pas à la pensée logique. La pensée logique c'est très bien pour des choses qui relèvent de la logique, mais malheureusement l'expérience humaine ne relève que très peu de la logique, et donc il se trouve que lorsqu'on prend au sérieux l'expérience telle qu'elle est vécue, on est bien obligé de passer par des modes de pensée qui ne sont pas logiques, et notamment des modes de pensée qui mettent ensemble deux acceptions absolument contradictoires. Et c'est le cas de l'identité. Elle veut dire ces deux choses contradictoires qui font que on peut se définir, on peut construire sa propre identité en se définissant par la négative, c'est-à-dire par tout ce en quoi on n'est pas semblable à d'autres. Et on peut définir son identité par ce en quoi on est semblable à d'autres. Et par exemple, au sein d'une famille, notre nom commun, notre nom de famille plutôt, c'est ce qui fait que nous sommes semblables à tous les membres de la famille. Et notre prénom, c'est ce qui fait qu'à l'intérieur de la famille, nous sommes celui que nous sommes et pas un autre. Voilà. On a déjà ça simplement dans le nom, le prénom et le nom de famille. Et donc, les deux sont antinomiques, mais de fait, on les cumule très bien. C'est-à-dire que je suis à la fois Nathalie unique, bon, voilà, et puis je peux m'identifier comme française, et là, ça me raccorde à un collectif national très général. Je peux m'identifier comme sociologue, je peux m'identifier comme femme, je peux m'identifier, etc., etc. Bon. Et tout ça n'est évidemment pas contradictoire, puisque nous avons à notre disposition un répertoire d'identification possible extrêmement large et varié, avec des échelles plus ou moins grandes. Je peux aussi m'identifier comme être humain. Alors à ce moment-là, le collectif de référence va être très très large. Où je peux m'identifier comme habitant 22 Place de la Nation et donc faisant partie de l'immeuble du 22 Place de la Nation. Bon, voilà. Donc, voyez, on a cette possibilité de se construire, de se définir de façon très très variée. Et comment est-ce qu'on fait concrètement? C'est que selon les contextes, on met en avant telle ou telle dimension de son identité. Il y a des contextes où on va avoir besoin de se définir par sa citoyenneté, quand on va se faire des papiers, d'autres, etc. Enfin, je ne vous fais pas le détail, mais vous comprenez bien de quoi il s'agit. Et c'est cette souplesse identitaire qui fait justement la richesse de la notion d'identité, et sa capacité à attraper à la fois des volontés d'être soi-même, tel qu'en soi-même, et des volontés d'être soi-même en tant que on est avec d'autres, on est semblable à d'autres. Et voilà une des dimensions tout à fait fondamentales. Pourquoi est-ce que c'est si douloureux de procéder à ce renoncement d'une conception métaphysique? Je pense parce que pour peu qu'on ait été, ce qui heureusement n'est pas mon cas, mais pour peu qu'on ait été élevé dans la religion, on est élevé a priori, on a un cadre mental qui fait qu'on pense qu'il y a des entités métaphysiques au-delà de la vie réelle. On a
qu'il y a de la transcendance et pas que de l'immanence. Bon, voilà, moi je pense que la métaphysique est intimement liée avec la conception religieuse du monde, et c'est très très difficile de se déprendre de ce cadre qui, évidemment, même si on n'est plus croyant ou si on ne l'a jamais été, va construire une façon de voir le monde où il y aura toujours à l'origine de ce qui nous fait, de ce qui nous fabrique, de ce qui nous agit, etc., il y aura une entité qui est quelque part en dehors de nous-mêmes, et qui existe de tout temps et qui ne bouge pas et qui est là quoi qu'il arrive et quels que soient les contextes. Moi, je pense que vraiment, je suis très très... D'ailleurs, Auguste Comte l'avait dit avant moi, après l'âge théologique, il y a l'âge métaphysique et après il y a l'âge positif. Bon, voilà. Moi, je suis dans l'âge positif, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est les réalités factuelles. Mais dans les réalités factuelles, il y a les représentations mentales, ces fameuses représentations. Et un de mes combats en tant que sociologue, c'est de dire que la sociologie ne doit pas s'intéresser seulement aux faits, FAIT, mais aussi aux représentations, c'est-à-dire pas seulement le plan du réel, mais aussi le plan du symbolique et de l'imaginaire. Et ça, je pense que c'est très important de comprendre que notre réalité, elle est faite d'expériences réelles, mais aussi de représentations imaginaires et symboliques, et que tout ça fait partie du monde social et mérite d'être analysé par la sociologie, qui trop souvent tend à se limiter à la description des faits avec des statistiques, etc. Ce qui est très bien, mais que je trouve un peu insuffisant. En tout cas, si je m'étais tenue à ça pour faire mes travaux sur l'histoire du statut d'artiste, je crois que j'aurais rien compris au statut d'artiste. On en était où? Alors, oui, la métaphysique. Voilà. Le renoncement à la métaphysique. Oui, mais je vous promets, c'est pas douloureux du tout. Hein. Au contraire, on se sent très libéré de comprendre que les choses sont mouvantes, mais quand même assez articulées et solidifiées par, encore une fois, des institutions, des habitudes, etc. Qu'elles sont contextuelles, qu'elles sont en grande partie faites par nos actions et nos représentations, mais que nous sommes aussi faits par ces représentations et ces actions. Il y a une interaction. Et voilà, c'est pas plus difficile. Hein. Vous allez vous mettre pleinement d'ado quand même. Enfin, vous en avez l'habitude. Oui. Alors, je continue au fil de ma lecture là. Dans le chapitre suivant, vous proposez un autre renoncement aussi, c'est le renoncement au dualisme entre le social et l'individuel. Et là, vous inventez vraiment un outil, une trilogie pour penser l'individuel en lien avec le social, avec cette idée de désignation, et vous faites référence à Ricoeur, et à Paul Ricoeur que vous placez en exergue de votre ouvrage, avec cette phrase magnifique: le plus court chemin de soi à soi passe par autrui. Et puis, vous parlez donc de désignation, vous parlez aussi d'auto-perception et de représentation pour penser une identité tridimensionnelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ceci un peu précisément? J'étais très gênée en lisant certains de mes collègues, et pas seulement mes collègues, mais du fait que très souvent, on tend à opposer d'un côté l'identité personnelle et de l'autre l'identité sociale. Bon, une espèce de binarisme comme ça. Bon, et c'est ça le problème, c'est que derrière ça, il y a de façon sous-jacente l'idée que l'identité personnelle serait authentique et l'identité sociale serait inauthentique. Hein, le masque, le théâtre, l'image qu'on donne à autrui, qui serait fausse, etc. Bon. Et ça, c'est une vieille conception de sens commun aussi, mais que malheureusement reprennent beaucoup de philosophes, de sociologues. Vraiment. Et ça me paraît très problématique, parce qu'en plus, ça induit une césure entre d'un côté l'individu, de l'autre la société. Bon, ce que je trouve d'une naïveté crasse. Alors, je vais vous expliquer comment mon modèle permet de sortir complètement de ce binarisme. C'est que je me suis aperçue, à force de travailler sur l'identité, je fais une petite parenthèse sur l'histoire de mon travail là-dessus, j'ai été sensibilisée à la question de l'identité dans les années 80 parce que j'ai eu la chance de travailler avec un sociologue qui s'appelait Michael Pollack et qui a fait un magnifique travail sur l'identité en situation extrême et notamment l'identité concentrationnaire et sur les crises d'identité liées à la déportation chez les rescapés. Bon. Et j'ai découvert cette problématique de l'identité, j'en avais jamais entendu parler, bon, c'était tout à fait nouveau pour moi.
Et ensuite, il s'est trouvé que j'étais amenée à l'appliquer à un travail que je faisais sur l'identité féminine dans la fiction, qui a donné lieu à un livre qui s'intitule État de femme, sous-titré L'identité féminine dans la fiction occidentale, où j'ai appliqué cette question de l'identité à la question de l'identité féminine. À quelles conditions est-ce que on peut être défini comme une femme et quelles sont les différentes étapes dans les moments de l'identité féminine. Bon. Et donc c'est une lecture plutôt à la fois psychanalytique et anthropologique de la question de l'identité. Et c'est en travaillant sur ces questions-là que je me suis aussi intéressée à l'identité d'écrivain, suite à des enquêtes que j'ai faites qui ont donné lieu à un livre qui s'appelle Être écrivain, création et identité. À quelles conditions le fait d'avoir une activité comme l'écriture fait de vous un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui peut répondre à la question quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondez, peut répondre « je suis écrivain », qui est une façon de marquer une identité. Et évidemment, j'ai aussi utilisé cette problématique pour la question de l'identité d'artiste. C'est-à-dire pas seulement le statut d'artiste au sens de quoi ils vivaient, quels étaient leurs statuts juridiques, institutionnels, mais aussi quelles étaient les représentations mentales attachées à la notion d'artiste par les artistes eux-mêmes et par leurs contemporains. Bon. Donc voilà, la parenthèse est refermée sur comment j'ai évolué. Et donc, en travaillant sur les écrivains, sur les femmes dans la fiction, etc., je me suis aperçue que le seul modèle qui donne vraiment, à mon avis, une idée juste de notre rapport à ce qui nous définit, donc à notre identité, c'est un modèle ternaire et non pas binaire, qui est fait d'une part de ce que j'appelle l'auto-perception, la façon dont on se perçoit, bon, d'autre part la présentation à autrui, comment on se présente à autrui, et troisièmement, et c'est très important, la désignation, comment on est désigné par autrui. Et c'est l'imbrication de ces trois moments qui fait l'identité. Or, ces trois moments, vous le voyez bien, vont du plus individuel au plus collectif, mais il n'y a pas de césure, il n'y a pas un moment qui serait purement individuel et un moment qui serait purement collectif, parce que l'auto-perception est déjà imprégnée de langage et donc d'éléments totalement socialisés, parce que la désignation a des répercussions sur l'individu, parce que la présentation est un jeu interactionnel entre l'individu et les gens avec qui il entre en relation. Donc tout ça est complètement imbriqué, et c'est donc simplement une gradation du plus individuel au plus collectif. Et je pense qu'avec ce modèle-là, on sort de beaucoup d'apories, de beaucoup, surtout de conception normative. Et là, je vais insister sur un autre renoncement. Vous avez très bien dit que je propose des renoncements. Bon, dans la recherche, il faut renoncer à des préjugés pour pouvoir comprendre. Donc, il faut savoir renoncer à certaines choses. Donc, on a renoncé à la réduction politique, on a renoncé à la métaphysique, on a renoncé au binarisme, voilà. Mais je pense que le plus important, c'est de renoncer à la normativité, c'est-à-dire à la volonté de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire à la volonté d'avoir une opinion ou d'étayer son opinion par ses travaux de recherche. Et je dis souvent que, parce qu'on me reproche quelquefois de ma neutralité ou ma prétention à la neutralité, sur l'art contemporain notamment, on me reproche de ne pas prendre position pour ou contre l'art contemporain, ou on croit que je prends une position pour alors que je suis contre ou contre alors que je suis pour, enfin bon, peu importe. Et moi je dis simplement que en tant que sociologue et m'intéressant notamment aux valeurs, je ne peux pas étudier les valeurs des gens et essayer en même temps d'imposer mes propres valeurs. Bon. Donc la neutralité est la condition absolue du travail en sociologie. Je ne dis pas ailleurs, mais en sociologie, que je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait si je n'avais pas essayé d'appliquer de la façon la plus rigoureuse possible cette obligation qu'avait très bien formulée Max Weber de ce qu'il appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire que dans le cadre de son enseignement ou de sa recherche, l'universitaire ne doit pas essayer d'imposer ses propres convictions, il a parfaitement le droit de les avoir par ailleurs, mais dans le cadre du cours ou du travail de recherche, il doit les laisser de côté pour simplement comprendre le monde. Et c'est vrai qu'en utilisant ce modèle ternaire, on est obligé de renoncer à cette normativité implicite qui consisterait à penser que le personnel
c'est authentique, le social, ce serait inauthentique, par exemple. Ou le contraire, ce serait la même chose. Et ça permet justement, en sortant du binarisme, on sort de la dichotomie, les bons, les mauvais, les cow-boys, les indiens, vous voyez, tout ce monde dans lequel les nous juifs, sommes. les homosexuels, Voilà, les artistes, les femmes. mais surtout le binarisme, hein, voilà. Et je pense que c'est très important pour se donner la bonne distance pour comprendre les choses. Voilà donc mon modèle ternaire qui m'a en plus permis, et c'est ça qui est, on voit bien que dès qu'on construit bien les problématiques, ça devient des outils. Et on comprend à ce moment-là, avec cet outil de ce modèle ternaire, les crises d'identité. Et alors j'ai appliqué ça à plein de domaines, par exemple les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, certains d'entre eux s'auto-percevaient comme juifs, d'autres pas du tout. Dans une situation où ils étaient stigmatisés, ils se présentaient ou pas comme juifs selon les circonstances, bon, et ils étaient désignés comme juifs, c'était ça le problème, y compris par une étoile jaune, et il fallait composer avec ces trois moments-là, selon les circonstances, pour obtenir de l'aide, se cacher, etc. Et avec cette chose tragique qui est que pour certains, ils étaient désignés comme juifs et assassinés pour cette raison, alors que même ne se sentaient pas juifs, ce qui est évidemment encore plus paradoxal. Même chose avec les homosexuels en situation stigmatisée. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais encore que c'est encore très problématique, mais ne serait-ce qu'une génération, c'était très très compliqué de construire une identité homosexuelle. On pouvait se percevoir comme homosexuel ou ne pas se percevoir et tout d'un coup ça vous tombe dessus et c'est une catastrophe, un drame, etc. Bon, se percevoir comme homosexuel mais se présenter comme hétérosexuel parce que sinon on va être stigmatisé. Être désigné comme homosexuel alors qu'on veut surtout pas, ou au contraire, enfin, bref. Et aujourd'hui, avec la Gay Pride, etc., on voit comment un certain nombre d'homosexuels investissent la présentation d'eux-mêmes, hein, ce deuxième moment, comme homosexuels, pour pouvoir avoir une cohérence entre ces trois moments de l'identité: autoperception, présentation, désignation. Et cette cohérence, c'est le prix de la paix identitaire. C'est-à-dire que dès lors que nos trois moments d'identité sont en cohérence, à ce moment-là, on n'a plus de crise d'identité et on n'a plus besoin de penser à son identité. Le problème, c'est qu'évidemment, il faut que cette mise en cohérence soit sur tous les plans de notre vie, pas seulement l'identité sexuelle ou l'identité religieuse ou l'identité nationale, tous les plans. Et c'est pas toujours facile à tous les moments de sa vie d'obtenir une mise en cohérence de ces trois moments sur tous les plans où peut se construire une identité. Voilà un petit peu la façon dont on peut analyser, me semble-t-il, ces crises d'identité qui font que quand on sait ce que c'est qu'une crise d'identité, on est parfaitement sensibilisé à la question de l'identité, on sait ce que c'est, on sait qu'il y a un problème, alors que quelqu'un qui n'a pas de crise d'identité, en général, il dit c'est quoi l'identité, ce truc-là, bon, ça sert à rien. Mais non, ça, c'est un concept qui sert quand il y a une crise, parce que justement, il se révèle quand il y a une crise. Alors dans ce livre implacablement construit, parce que c'est très 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 rondement mené, vous analysez donc ces crises d'identité et tous les facteurs, tous les lieux de discordance, d'incompatibilité, toutes ces distorsions, tous ces troubles de la continuité de soi à soi en fait, hein, et de désignation que l'on peut avoir en tant qu'écrivain, enfin vous insistez pas mal là-dessus, et vous en arrivez à la question de la réparation de soi. C'est pas banal non plus pour un sociologue de poser les choses sous cet angle-là. Moi, j'ai toujours été intéressée par la psychanalyse, hein, donc j'aime bien faire des liens comme ça entre les deux pôles. En fait, je me suis aperçue de cette question et de la crise et de la réparation en travaillant sur les écrivains qui avaient eu un grand prix littéraire. J'en ai fait un livre qui s'appelle L'épreuve de la grandeur, épreuve en un seul mot, prix littéraire et reconnaissance. Et donc, en travaillant à la fois avec des témoignages, des autobiographies et des entretiens que j'ai fait avec une quinzaine de prix Goncourt, prix Nobel, etc., j'ai réalisé à quel point le fait de subir un écart de grandeur, même positif, c'est-à-dire que tout d'un coup on est considéré comme plus grand qu'on l'était la veille, peut produire des catastrophes identitaires, peut produire aussi de grands moments de bonheur, mais pour que une récompense comme un prix littéraire soit bien vécue, il faut que la désignation comme grand écrivain par le prix corresponde à l'auto-perception qu'on a soi-même de soi comme écrivain. Mais si vous êtes désigné comme prix Goncourt et que pour des
toutes sortes de raisons psychiques, vous vous considérez vous-même comme un imposteur ou comme un écrivain médiocre, eh ben, ça fait une catastrophe, et c'est ce que raconte Jean Carrière dans son autobiographie Le prix d'un Goncourt, où il raconte comment, ayant eu le prix Goncourt, il a fait une très très grave dépression nerveuse, et ça a été insupportable pour lui, pour ces raisons-là. Évidemment, il ne dit pas c'est parce que mon modèle ternaire identitaire a été mis en contradiction, bon, mais c'est moi qui, évidemment, à partir de son histoire, ai reconstitué le processus. Dans d'autres cas, ça se passe très bien, parce que l'écrivain peut avoir une idée juste ou pas, mais une haute idée de lui-même qui va être confortée par le prix. Et puis, il va falloir surtout qu'il apprenne à modifier sa présentation de lui-même de façon à ne pas paraître soit prétentieux, soit excessivement modeste. Enfin, c'est très compliqué de gérer des écarts de grandeur avec autrui, et on le voit bien dans cette question des prix littéraires. Donc on a des formes de réparation. Donc pour un écrivain qui se considère comme un grand écrivain et qui a enfin un prix, le prix est une réparation, c'est clair. C'est-à-dire que enfin son entourage sait que c'est vraiment un écrivain et pas juste un affabulateur ou un imposteur. Donc tout dépend de l'état dans lequel on est par rapport à la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Il y a plein de modes de réparation. Je pense que le vêtement peut être un mode de réparation, quand on travaille son apparence de façon à réparer des sentiments d'infériorité ou bon, il y a toutes sortes de façons de jouer avec son apparence de façon à ce qu'elle soit réparatrice. On a l'écriture, tout simplement. L'écriture est évidemment un très très ancien moyen de réparation identitaire. Par exemple, si vous relisez à la lumière de ce que je viens de dire, les livres d'Annie Ernaux, notamment La Place, d'autres livres autobiographiques, vous verrez comment le fait de raconter, comme elle le fait, la déchirure qu'a causée son ascension sociale à partir de sa famille ouvrière, le fait qu'elle soit devenue une universitaire, et que du même coup, il y a un tel écart identitaire entre sa famille d'origine et ce qu'elle est devenue, qu'elle a beaucoup de mal à faire une continuité et à faire une cohérence. Et du même coup, cette cohérence, elle la reconstitue d'une certaine façon en racontant tout ça, en écrivant tout ça. Donc l'écriture est un... Par exemple, les ateliers d'écriture, je suis sûre, sont bourrés de gens qui ont des problèmes d'identité. J'entendrais même à couper. Voilà, c'est une forme de réparation. Et de légitimité aussi. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, de travail. On travaille sur soi. Et du même coup, ça aide. L'ascension sociale est une forme de réparation, même si dans d'autres cas, ça peut être aussi des formes d'ouverture de crise. Vous faisiez allusion à tous les auteurs que vous avez lus pour écrire cet ouvrage. Effectivement, ils sont très nombreux. Parmi eux, il y a Toby Nathan. Et vous faites référence à lui pour penser la réparation des personnes issues de l'immigration. C'est un sacré problème aussi. C'est un sacré problème. Oui, c'est tout à fait passionnant le travail que font les anthropologues, psychiatres, comme Toby Nathan sur les migrants, avec ces questions très compliquées en cas d'exil, qu'est la question de savoir est-ce que je m'identifie par mon origine ou par mon arrivée, par mon point d'arrivée. Dans quelle mesure est-ce que je suis celui qui est né dans tel pays avec telle coutume, etc. Ou dans quelle mesure est-ce que je suis celui qui vit aujourd'hui dans un autre pays avec d'autres coutumes. Comment mettre en cohérence des façons d'être extrêmement différentes. Et d'ailleurs, la problématique de l'identité et le mot même d'identité est apparu dans la littérature anthropologique et psychiatrique sur cette question-là, avec un psychiatre qui s'appelait Erik Erikson, qui a travaillé après la Seconde Guerre mondiale, qui a travaillé sur de jeunes adolescents indiens qui avaient des crises, mais vraiment de schizophrénie, qui étaient en fait tout simplement liées à des conflits de loyauté entre leur culture d'origine et leur culture américaine. Et comme par hasard, Erik Erikson était un émigré juif, venu, je ne sais plus, d'Allemagne ou d'Europe centrale, chassé par le nazisme, et qui lui-même se trouvait dans une situation où il a dû s'adapter
à la société américaine. Donc on voit bien comment la sensibilité aux questions identitaires est très souvent liée à un itinéraire personnel. Et donc dans le cas de Toby Nathan, il fait ce très beau travail d'explicitation avec les migrants de leur situation. Et je pense que ce qui dirige un petit peu son travail, c'est de se dire que un migrant ne se définit ni par son point d'origine ni par son point d'arrivée, mais par son va-et-vient entre les deux. Et que c'est ce va-et-vient, cette capacité de mobilité, de passer d'une identité à l'autre, qui fait justement son identité. Et c'est ça qu'il faut respecter, et c'est ça qu'il faut faire travailler pour sortir d'une opposition ou d'une contradiction qui serait insoluble. Alors, avant d'en venir aux deux derniers chapitres, enfin au dernier chapitre et à la passage, j'aimerais vous poser une question qui m'a taraudée au fil de cette lecture. Quand vous dites ce que n'est pas l'identité, j'ai pas arrêté de me demander, et finalement, si on appliquait ça à l'art, qu'est-ce qu'on pourrait dire ce que n'est pas l'identité de l'art? Alors, moi j'ai travaillé la question de l'identité plutôt sur les personnes, hein, sur les êtres vivants. Bon, ça peut être les animaux aussi. Vous savez que les animaux de compagnie ont une identité, que dans les vrais troupeaux de vaches, chaque vache a son nom. Enfin voilà, il y a des façons aussi d'appliquer la question de l'identité aux animaux. Mais bon, donc si on applique la question de l'identité à des entités abstraites, par exemple, qu'est-ce que la France? Vrai sujet. Qu'est-ce que l'art? À ce moment-là, on est dans une autre problématique qu'on peut appeler une problématique de l'identité, mais qui va consister non pas à travailler sur l'auto-perception, parce que la France, n'étant pas un être humain, n'a pas de perception d'elle-même. L'art, n'étant pas un être vivant, n'a pas de perception lui-même. Et on ne peut travailler qu'au niveau des représentations que se font les individus de ce qu'est la France ou de ce qu'est l'art. Et à ce moment-là commence le travail du sociologue qui va regarder, ou de l'historien d'ailleurs pour ce qui est de l'identité française. Il y a eu des très beaux travaux sur la façon dont la notion de France a été associée à tel et tel type de découpage géographique, à tel et tel type de symbole, le drapeau, la langue française, les institutions, etc. etc. Donc il y a toute une histoire de la façon dont les individus se représentent une entité abstraite comme un pays et dont ça évolue avec le temps, mais en gardant quand même une certaine unité, puisqu'on continue à dire la France. Hein. Il y a à la fois La France souffre. Voilà. Il y a à la fois des mouvements, des modifications, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une unité suffisante pour que ça résiste hein, aux modifications. On peut en dire exactement la même chose de l'art, puisque si nous faisons tous nos renoncements à la normativité, à dire si l'art c'est bien ou c'est pas bien, à la métaphysique, à dire qu'est-ce que c'est que l'art en soi, hein, voilà, à la binarité, le bon art, le mauvais art, etc. Bon, à ce moment-là, on peut commencer à s'intéresser à l'art comme représentation mentale partagée par un certain nombre de personnes, portée par des institutions qu'on appelle des académies, des écoles d'art, des prix artistiques, etc., portée par le marché aussi, bien sûr, et qui font que, à un certain moment donné du temps, les gens s'entendent à peu près pour dire ça c'est de l'art et ça c'est pas de l'art. Mais de temps en temps, ça pose problème avec l'art contemporain, dont j'ai montré dans plusieurs livres que son identité, justement, hein, ce qui fait qu'on on repère une œuvre comme étant une œuvre d'art contemporain, c'est le fait qu'elle transgresse les frontières de ce que le sens commun considère comme étant de l'art, ou qu'elle expérimente les limites, si on préfère. Et c'est justement cette épreuve des frontières de l'identité de l'art telle qu'elle est conçue par la plupart des gens à un certain moment donné du temps dans un certain contexte, ce qui fait le propre de l'art contemporain. Donc c'est très amusant évidemment de reconstituer à travers les épreuves que les œuvres d'art contemporain font subir au concept d'art, ce qu'est le concept d'art pour le sens commun. C'est ce que j'ai fait avec le procès Brancusi, c'est-à-dire que on voit très bien dans les minutes de ce magnifique procès que Brancusi, conseillé par Duchamp, avait intenté à l'État américain, puisque
à l'époque, les objets importés qui étaient des objets de type industriel avaient une TVA assez élevée, alors que les œuvres d'art avaient une TVA moins élevée. Et une sculpture de Brancusi qui s'appelle L'Oiseau, qui était une sculpture abstraite, on est donc au moment de la Première Guerre mondiale, a été taxée comme un objet industriel. Donc Brancusi fait un procès à l'État américain pour dire non, non, c'est une œuvre d'art et je veux que le taux de TVA soit plus bas, de taxe à l'importation soit plus bas, qui était évidemment un cheval de Troie pour faire accepter par les institutions juridiques et fiscales, non pas l'art contemporain, on n'est pas encore dans l'art contemporain, mais l'art moderne. Puisque quand on voit les plaidoiries, les avocats, etc., on voit que tous les critères que mettent en œuvre les représentants de l'État américain sont des critères de l'art classique, qui évidemment ne s'appliquent pas à l'œuvre de Brancusi, pour toutes sortes de raisons que vous irez voir si vous lisez l'article, et qui du même coup, dès lors que Brancusi argumente, pour finir par dire, ben voyez, même en fonction de vos critères, c'est bien, c'est fait de ma main, c'est poli par moi-même, etc., c'est bien une œuvre d'art, et du même coup, ça va être la première introduction officielle de l'art moderne, notamment sous sa forme d'art abstrait, dans le monde de l'art. Voilà comment les choses se modifient avec des coups de force. Là, pour le coup, ça fait partie, à mon avis, d'une des œuvres majeures de Marcel Duchamp. On ne s'est pas identifié comme une œuvre de Duchamp, mais c'est une performance absolument magnifique qu'a faite Marcel Duchamp ce jour-là. Je pense aussi au Dan Flavine, taxé comme objet industriel, mais à la valeur de l'œuvre d'art. Oui, c'est très amusant quand une œuvre de Dan Flavine a circulé, faite avec des néons. On a voulu la taxer au prix de sa mise en vente dans la galerie, c'est-à-dire très cher, mais en tant qu'objet industriel. Et sur le même sujet, je lisais tout à l'heure dans le journal des Arts, qui a une rubrique juridique très intéressante, c'est toute une page exactement l'histoire Brancusi, mais sur la photo de mariage, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui fait des photos de mariage qui a protesté contre le fait que les photos étaient taxées au taux de TVA pour les objets de consommation courante, et en disant non, c'est une photo, donc c'est une œuvre d'art, et donc du coup ça doit être taxé comme une œuvre d'art. Et il y a le tribunal a statué, grande discussion pour savoir si les critères qui font la différence entre une photo industrielle et une photo artistique jouent ou pas sur une photo de mariage. Et donc il faut un certain nombre d'exemplaires, mais pas trop signés, etc. Il y a des critères extrêmement concrets, mais s'ajoute à cela, dans la jurisprudence, même dans le Code civil, je crois, le fait que pour qu'elle soit une œuvre d'art, une photo doit manifester une intentionnalité artistique ou une vision artistique ou une personnalité artistique. Et voilà. Et donc, le plaignant a expliqué que c'était un critère subjectif et que du coup, le droit ne pouvait pas être basé sur un critère subjectif. Et c'est pour cette raison que, alors c'est le procès, il va y avoir appel, mais pour le moment, on en est au point où les photos de mariage, la jurisprudence les considère maintenant comme des œuvres d'art. Parce que le critère de la personnalité est trop subjectif pour être valable en droit. Enfin, voilà, je vous la fais courte, mais si vous voulez avoir les détails, c'est dans le Journal des Arts de cette semaine. Et dans votre dernier chapitre, vous abordez enfin ce qu'est l'identité, au-delà de tout ce que vous avez déconstruit précédemment. Et là encore, vous citez, c'est très beau cette citation, vous citez Clément Rosset qui cite lui-même Proust. Est-ce que vous accepteriez de lire ce passage-là? Alors c'est un passage issu d'un très beau livre de Clément Rosset, qui est mort récemment, qui s'appelle Loin de moi, études sur l'identité, qui était paru en 99 et qui était une sorte de récit d'une dépression nerveuse en fait. Je le cite. « Un puzzle social vient ainsi tenir lieu d'identité, aussi bariolée qu'est inexistante l'imaginaire unité qui en serait le socle, comme l'exprime justement Proust à propos de Swann au tout début de la recherche du temps perdu. » Et là commence la citation de Proust. « Nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde, et dont chacun n'a qu'à aller prendre connaissance comme d'un cahier des charges ou d'un testament.
Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Fin de la citation de Proust. Et Clément Rosset enchaîne, et c'est la fin de mon livre. Il n'en est pas moins vrai que du point de vue du moi, cette personnalité sociale reste le plus sûr registre que nous puissions consulter pour nous assurer de la consistance et de la continuité de ce moi. Voilà. En fait, c'est pas tout à fait fini. Non, c'est pas tout à fait la fin. Il y a une postface magnifique et très personnelle, et je crois que c'est la première fois que vous abordez les choses de manière aussi personnelle et aussi directe. C'est la question de la judéité. Est-ce que vous pouvez en fait, j'avais été sollicitée par la revue des Cahiers du CRIF pour faire un article, et j'avais choisi de faire un article que j'ai intitulé l'identité à l'épreuve de la judéité. Et puis en relisant l'article, je me suis dit que c'était une bonne conclusion de ce petit livre, puisque ça donne un exemple très concret, qui est le mien, de problème d'identité lié à une définition identitaire par cette chose étrange et compliquée à définir qu'est la judéité, puisque être juif, ça peut être de religion juive, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas croyante, pas pratiquante, etc. Ça peut être de race juive au sens où on serait né de parents juifs, hein, ça se transmet par les gènes. Et ça peut être aussi de culture juive au sens où on a assimilé des rituels, des cultures, des références, etc. Bon. Et donc c'est déjà assez compliqué. On ne peut pas faire d'identité plus compliquée que ça, et qui se manifeste notamment par le fait que dire je suis juif, si c'est la religion, ça prend une minuscule. Si c'est un juif, pardon, si c'est la religion, c'est une minuscule. Si c'est la race, c'est une majuscule. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Bon. D'ailleurs, quand vous dites race, pardon. Quand vous dites race, déjà, oui. Alors en plus, on n'a plus le droit de dire race. Enfin bon, c'est bon, ethnie. Bon, bref. Et s'ajoute à ça un autre problème qui est que, aux yeux des rabbins orthodoxes, disons, on est authentiquement juif que lorsqu'on a une mère juive. Si on a une mère juive et un père juif, on est juif. Si on a un père juif et une mère non juive, on n'est pas juif. Or, j'ai un père juif et un non juif et une mère protestante. Et donc, du coup, ça pose une question très bizarre, c'est que pour les juifs orthodoxes, je ne suis pas juive, et pour les non-juifs, je suis juive, puisque j'ai un non-juif. Donc déjà, ça pose un petit problème hein, dans la cohérence avec la désignation. Voilà. Et j'en ai oublié. Non, mais je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, est-ce que je suis juive ou pas juive? Ben voilà, je vous laisse lire le bouquin, vous saurez.